Je me monte un peu le son. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez faire ça? Ceux qu'on l'a comme ça. Nickel. Super. Allez, et bien on est parti pour cette soirée. Euh, Déjà, merci d'avoir rejoint ce Zoom. On va commencer du coup ce soir. Ce que je vous propose, c'est déjà que je me fasse une petite présentation parce que je suis pas sûre que tout le monde me connaisse. Je vais vous expliquer ben, ce que je fais dans la vie, comment je l'ai fait, mon parcours, etc. Je vais faire ça rapidement. Je suis pas là pour vous vendre quelque chose, donc après, si vous voulez des informations sur la formation que je fais, etc., vous viendrez en privé ou vous recevrez un mail, vous pourrez prendre un rendez-vous gratuitement et on en parlera. Mais voilà, on n'est pas là ce soir pour ça, mais on est surtout là pour que vous puissiez avoir des exercices et pour commencer à percevoir votre rêve et savoir si travailler avec les animaux et amener l'humain avec l'animal, ça vous correspond. Voilà, c'est surtout pour ça. Et je répondrai surtout à toutes les questions possibles et imaginables. Déjà, est-ce que vous pouvez me mettre là dans le chat qu'est-ce que vous venez chercher ce soir pendant une petite heure là, déjà direct. Vous pouvez le noter, tout le monde, si tout le monde peut mettre ce que vous venez de chercher. Avec quoi vous voulez repartir ce soir? Allez-y, je vous laisse noter. N'hésitez pas, vous pouvez tout mettre et moi je m'adapte après derrière. Je vais juste. Ah, oui. Voilà. Ok, on a Isabelle qui est au Québec et elle cherche du coup à se former en médiation animale en 2025. Ok. Isabelle, tu veux te former en distanciel, en présentiel? Comment tu vois les choses? Si tu peux me le noter, comme ça je pourrais répondre aussi à cette question-là. Peu importe. Ok. Allez-y, n'hésitez pas à tout noter. On a mode, je suis lancée depuis 2 ans et je souhaite pouvoir continuer à avancer dans ma pratique, notamment axée sur le lien d'attachement. Ok, mon association professionnelle me demande une formation d'au moins 40 heures. Ok, Isabelle. Donc, je parlerai un petit peu à la fin de la formation si vous voulez. Après, j'ai pas forcément envie de d'approfondir là-dessus. Mais Isabelle, après, tu auras l'occasion si tu as besoin de prendre rendez-vous. On a Jessica, j'aimerais ouvrir une ferme thérapeutique et me former à la médiation animale. Je suis éducatrice P de profession et j'ai une asso de protection des chats. Super, j'adore les chats, j'en ai 3 à la maison. Ok, tout le monde a noté. N'hésitez pas à noter comme ça, moi ça me permet de voir. Ok, donc on va commencer. Donc, je me présente. Donc moi c'est Noélie, j'ai 36 ans, j'habite en France, à côté de La Rochelle. J'ai une structure qui fait 14 hectares aujourd'hui. J'ai acheté ça il y a 8 ans. Maintenant, mon parcours, il est un peu atypique, je vais dire ça comme ça. En fait, moi, j'avais un papa qui était militaire, qui s'est reconverti quand j'avais 7 ans dans l'équithérapie. En fait, il faisait des balades à cheval et en même temps, il était équithérapeute. Donc, du coup, j'ai baigné là-dedans depuis maintenant quasiment 30 ans. Parce que je l'accompagnais en fait à chaque fois que, il recevait des handicapés, etc. Et en fait, j'avais perçu que le cheval, quand il avait les handicapés, était complètement différent que quand moi je le montais, etc. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, c'est extraordinaire, faut continuer à exploiter ça et à voir comment ça fonctionne, quoi. C'était ma question, parce qu'il y a 30 ans, imaginez-vous que c'était pas du tout, on n'en parlait quasiment pas de la médiation animale et de l'équithérapie. C'était un peu des ovnis ceux qui faisaient ça. Donc du coup, voilà, on a fait ça avec mon papa et, ben moi j'ai adoré ça. Donc j'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval parce que j'ai vraiment adoré le cheval et adoré les animaux. J'étais une petite fille qui supportait pas les humains. Je rentrais de l'école, c'était sur mon dos de cheval, etc. Donc du coup, je fais toutes mes études dans le monde du cheval. À l'âge de 16 ans, ça c'est important que je vous le dise aussi, j'ai eu un grave accident de cheval où j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, donc c'est une expérience de mort imminente. Je vous demande pas d'y croire, juste voilà, ça m'a permis d'ouvrir certaines portes.
Et du coup, déjà j'avais cette hypersensibilité, mais du coup, ça a amplifié en fait l'hypersensibilité. Et ce qui fait que j'ai eu certaines sensations, etc., dès que je voyais des gens. Et donc, je fais toutes mes études dans le monde du cheval. Je finis par monter les chevaux de course, à les amener à une performance extrême en course, hein. Et en fait, à 23 ans, ce qui se passe, c'est que j'ai très, très, très mal au dos et le médecin me demande d'arrêter. Sauf qu'il faut s'imaginer que toute ma vie était basée en fait sur le cheval. J'avais eu un petit peu l'humain avec mon père, etc. Mais pour moi, l'humain, c'était un peu un ovni, un extraterrestre, quoi. Donc, donc là, il a fallu se reconvertir. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai pris le contre-pied, c'est-à-dire que je suis partie faire du commercial en porte-à-porte, à vendre des télés et du photovoltaïque. Et là, j'ai appris l'humain. En fait, j'ai appris la psychologie de l'humain et j'ai commencé à comprendre en fait comment fonctionnait l'humain. Je me suis dit, tiens, quand tu vas chez tel type de gens, tu dis ça, tu arrives à vendre, etc. Et je me suis dit, waouh, en fait, l'humain, c'est vraiment une véritable machine. Et enfin, en fait, on se comprend pas, quoi. C'était un peu le rapport que j'avais, c'est-à-dire que moi, j'avais compris comment fonctionnaient les animaux entre eux, mais comment fonctionnaient les humains entre eux et eux-mêmes, ça, c'était un peu dur. Et je crois que même les humains entre eux ne comprenaient pas, en fait. C'est-à-dire que, voilà, je voyais bien que des fois, il y avait des frictions, des choses où je me disais, mais c'est tellement plus facile, les animaux, ils mettent un stop et c'est fini et on n'en parle plus et on continue d'avancer. Voilà, alors que les humains, ça peut durer longtemps, etc. Donc j'ai passé 10 ans en tant que commercial. Alors j'ai évolué, j'ai fait un peu de tout dans le commerce, mais voilà, j'ai été à différents postes. J'ai fini dans un centre de formation. Surtout, je me suis formée en psychologie humaine et j'ai commencé à approfondir en fait ça. Je me suis dit, tiens, voyons la médecine chinoise, comment ça fonctionne quand on relie le corps et la psychologie. Et en fait, j'ai travaillé sur les anciennes médecines ancestrales, médecine chinoise, médecine amérindienne, médecine indienne, etc. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, donc en fait, tout est relié, le corps, l'esprit, l'énergie. Et si on en enlève un, en fait, on a des équilibres. Et après, j'ai commencé du coup à former les gens, parce que moi, je faisais de la com animale assez en intuitif, etc. Et j'ai commencé à former les gens en com animale, en soins énergétiques avec les animaux, parce que pour moi, c'était très intuitif et je savais exactement ce qu'il fallait faire et comment l'expliquer pour que les gens puissent le faire. Donc, j'ai commencé à faire ça il y a à peu près 8 ans quand j'ai acheté ma maison ici. Et, euh, et en fait, petit à petit, on m'a demandé, on m'a dit, tiens, Noélie, est-ce que tu peux venir voir ce cheval? Mais moi, ça va pas non plus, etc. Du coup, je me suis aperçue que je faisais du lien entre le cheval et l'animal, enfin, entre l'animal et l'humain et qu'il y avait des résultats. Et après, en fait, il y a des entreprises, etc. Parce que je me suis formée aussi en coaching qui sont venus me voir et qui m'ont dit, voilà, on a des problèmes de management, comment tu peux faire pour nous aider, etc. Et du coup, en même temps de mon boulot, je faisais ça sur une autre partie de mon temps. Et, euh, et, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des résultats et j'ai essayé de regarder vraiment sur Internet, etc. Et je trouvais absolument pas de formation qui allie la psychologie de l'humain avec la psychologie de l'animal, mais qui a vraiment en profondeur. C'est-à-dire que oui, il y en avait un peu, mais c'était pas de la profondeur et souvent ça survolait les choses. C'est-à-dire que on n'alliait pas le corps, l'esprit, l'énergie, on alliait juste peut-être le corps et l'esprit, mais voilà, on n'allait pas sur les trois plans. Et pour moi, c'était pas dérangeant, mais je me disais, voilà, il manque un truc. Et surtout, j'ai vu apparaître beaucoup d'ateliers, en fait, de médiation animale où on amenait des animaux en institution sans forcément connaître l'animal. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, on est très très loin du bien-être animal. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, mais des chinchillas, par exemple, en institution, le matin, c'est des animaux qui sont semi-nocturnes. Pour moi, le matin, en fait, ils dorment. Donc voilà, je me suis dit, waouh, en fait, on déphase complètement l'animal pour aller travailler avec eux. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Les gens n'ont pas du tout de notion, en fait, de ce qu'est un animal en éthologie et comment il fonctionne dans son milieu naturel. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on aille éduquer les gens à ça parce que la médiation animale, c'est pas de dénaturer l'animal, c'est de laisser l'animal dans sa nature et que l'humain a observer, en fait, l'animal et travailler avec lui et ressentir ce qui se passe avec un animal qui est euh, dans son milieu domestique, mais dans un lieu où il peut être naturel. Donc, du coup, comme j'avais fini, comme je vous ai dit, j'ai fini en centre de formation, j'ai enseigné aussi un peu en centre de formation. Je me suis dit, bah, faut monter l'école. Donc, du coup, mon école a apparu il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on est sur une formation qui est plutôt longue, sur 2 ans. Pour moi, pour faire de la médiation animale, il faut bien 2 ans de formation.
pour bien comprendre déjà soi-même son existence, qu'est-ce que je viens faire ici, comment je veux le faire. Euh, Moi, j'aime bien dire que vous êtes, euh, vous êtes vos futurs patrons, mais vous êtes aussi vos futurs réalisateurs de rêves. Et vous êtes pas quelqu'un où vous allez vous mettre dans une situation d'entreprise où vous allez être salarié de luxe de votre entreprise. Mais vous allez avoir des obligations. Donc du coup, voilà, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que j'emmène vraiment les gens à comprendre leur fonctionnement, comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, c'est quoi mon bagage aussi que j'ai derrière avec mes ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et tout ça pour pouvoir comprendre de comment je peux monter en fait quelque chose qui me ressemble et vraiment monter mon métier. Donc ouais, on va parler de médiation animale, mais aujourd'hui, je préférerais dire qu'aujourd'hui, vous êtes les propres acteurs de votre métier et c'est vous qui créez votre métier. Donc c'est pour ça que ce soir, on est ensemble pour pouvoir justement commencer à décortiquer ce métier que vous voulez faire. D'accord? Moi, j'ai commencé à le décortiquer il y a bien longtemps, mais je décortique encore. Donc, vous verrez que on va décortiquer tout ça ce soir. Il n'y aura pas de PowerPoint, donc pas d'inquiétude. Je vais vous donner les questions, etc. Et on va avoir beaucoup de réflexions. Vous allez voir, je vais vous donner beaucoup de réflexions à avoir, des questionnements, etc. pour vous dire, ah ben tiens, comment je peux articuler ça? Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je le sens? Est-ce que j'ai déjà expérimenté? Est-ce que j'ai pas expérimenté, etc. Est-ce que ça va pour le moment? Tout est bon pour vous? Ok. Il y a des questions sur mon parcours, autre chose, des choses que vous voulez que j'approfondisse ou pas? Vous pouvez mettre oui, non. Ok. Alors déjà, est-ce que tout le monde a des feuilles et des feutres ou des stylos? Un cahier, des feutres, des feuilles. Je vous laisse 2 minutes pour aller chercher ça. C'est parti. Feutre, stylo et cahier. Hmm, tac. Normalement. Alors, normalement, là, vous devez avoir. Ah mince, c'est pas ça que je voulais. Attendez. Tac, je recommence. Partager. Partager l'audio. Ok, voilà. Alors, c'est parti. Ok. Donc là, je vais vous mettre un petit peu de musique. Vous allez voir. Vous allez prendre votre feuille et votre stylo. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, euh, avec la musique, donc ça va durer à peu près 3 4 minutes, vous allez dessiner. Alors, commencez pas à me dire, ouais, mais oui, je sais pas dessiner. On s'en fiche. Vous faites des bonhommes en bâton, tout ce que vous voulez. Des chevaux en bâton, vraiment tout ce que vous voulez. Mais dessinez ce qui vous vient là. Si vous pensez, voilà, demain je veux travailler avec les animaux, avec les humains, ou si c'est pas que animaux humains, vous pouvez dire, voilà, demain je veux avoir mon métier. C'est quoi mon métier de rêve? Donc, je veux que vous dessiniez votre métier de rêve. Si vous n'arrivez pas à le visualiser, c'est pas grave, laissez faire votre main et laissez suivre en fait la musique. Ok? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence ou c'est bon? Ok, allez, c'est parti. Je vous mets la musique. 3 4 minutes. On est parti. Vous faites tranquillement votre dessin. On est parti, je reviens vous voir tout à l'heure.
Ah. Alors, c'était comment le dessin? Qui veut déjà dire ce qu'il a ressenti en dessinant ça? Vous pouvez prendre le micro. Personne va se désigner. Maud, tu veux Oui, le dire? bonsoir. C'est qui nous... Bonsoir. Oui, Noël. Je m'appelle Noël. Et en fait, moi, quand j'ai dessiné, ben, ça m'a rappelé deux choses que j'aime bien dans la vie. Ce sont les enfants et les animaux. Ok, cool, cool, cool. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire ce qu'il a ressenti? Merci Noël, ton partage. Oui, bah moi pareil, en fait, tu me permets et je pense que depuis le sommet de la médiation, c'est pas pour rien que j'ai fait ta rencontre, Noélie. C'est que là, sur mon parcours, 2 ans en entrepreneuriat, voilà, il y a une bonne conscience des charges inhérentes à ce métier-là. Et du coup, il y a un de mes rêves en médiation par animal, c'est d'accueillir un cheval. Hmm. Mais j'ai conscience, hein, avec déjà 10 animaux à la maison, de ce que du coup que ça représente, hein, sur des années. Et du coup, ça, c'était une facette où je me suis dit, non, le cheval, même si tu as ça depuis toute gamine, voilà, c'est non. Et en fait, là, tu me permets de me reconnecter à ça. Ok, Voilà. super, super, super. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Il y a Sandra qui nous a mis que c'était agréable et facile à mettre en image et assez clair en fait. Ok, Sandra, super. Euh, Jessica, Elise, allez-y, n'hésitez pas à partager, c'est important en fait. Anne, Isabelle, si vous voulez pas le dire, vous pouvez l'écrire. Euh, En voyant votre dessin, vous allez maintenant vous poser la question, euh, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de, de mettre ça en place? Et notez-le dans le chat. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de mettre ça en place? Intéressant, Jessica, l'argent. C'est un grand, grand, grand sujet. Manque de formation pour le moment. Ok, Élise. Élise, manque de formation parce que t'as pas trouvé la formation ou manque de formation parce que t'as pas l'argent pour te former? Le temps requis pour la formation. Ok. Isabelle, le temps requis, c'est parce que t'es salarié. T'as quoi comme statut que je puisse comprendre? Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même beaucoup de salariés aujourd'hui qui se forment chez moi et on arrive à trouver le temps. Je n'ai pas encore trouvé ni le temps, ni la formation. Ok. Élise, est-ce que tu peux approfondir et noter qu'est-ce que tu cherches comme formation? Ce serait quoi pour toi la formation idéale? Travailleuse autonome, mais j'ai déjà d'autres formations déjà en cours. Ok. C'est quoi les autres formations, Isabelle? La peur de me casser la gueule sur un projet qui me tient fortement à cœur. La formation, le budget en lien avec le cheval. Ok. La manière de créer un lien avec l'animal, le manque d'espace dans le lieu de vie, le financement. Ok. Ok, ok. J'aimerais que maintenant vous puissiez aller voir quelque chose qu'on ne va quasiment jamais, jamais, jamais voir. Euh, Posez-vous la question quand vous étiez enfant, comment mes parents ou comment ma famille me parlait de l'argent et me parlait de la formation ou me parlait du travail avec les animaux. Essayez de voir ces trois choses-là. Comment mes parents me parlaient de l'argent ou qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent. Pour eux, ils avaient quel aspect de l'argent? Pour eux, la formation, c'était quoi?
quand vous avez fait vos études, c'est quoi qui vous a été dit ou qui a été fait? Et quand vous étiez enfant aussi, c'est quoi qui était important pour vous au niveau de... C'était, ouais, qu'est-ce qui était dit sur le métier, sur les personnes qui travaillaient avec les animaux? Qu'est-ce qui était dit? Jessica, essaye de répondre à la question, c'est quoi l'argent? Vous allez voir que plus vous allez décortiquer vos schémas familiaux, plus vous allez comprendre en fait les schémas que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, les peurs que vous avez, ce sont des peurs comme par exemple mode, la peur de me casser la gueule. Ok, au pire, tu te casses la gueule, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que, oulala, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'étais ado, enfant, et que tu te cassais la gueule à l'école? C'est intéressant. Alors, Oui, vas-y, ouais. Maud, réponds. Ouais, du coup, en fait, moi, si tu veux, je reviens de loin par rapport à la création d'entreprise parce que j'ai pas déjà d'entrepreneur dans ma famille par rapport à ça. Ok. Ensuite, j'ai dû passer au-delà du fait que mes parents m'ont toujours dit que travailler avec des animaux, c'était pas un métier. Hmm. Voilà, donc un sou est un sou. Voilà, donc Toi, t'es mode écureuil, quoi. ah T'économises ouais, tout. ouais. Ouais. Voilà, un sou est un sou parce qu'ils ont galéré et tous les deux, ils ont abandonné leur métier ou leur projet qui leur tenait à cœur. Enfin, ils ne se sont pas donné les moyens, ils ont commencé, ils ne se sont pas donné les moyens d'aller jusqu'au bout à la première difficulté. Ok. Donc, il y a tout ce bagage-là que je traîne hein, derrière. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple au niveau de la légitimité. Et puis, ben, aussi, tu vois, c'est que moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, j'aurai quand même le soutien de la famille par rapport à ça. Oui. Mais non, dans leur discours, il n'y en a pas non plus. Donc, il y a des fois en entrepreneuriat, enfin, moi, je me sens vraiment seule parce que les proches ne sont pas forcément soutenants. Alors, les proches ne seront jamais soutenants, ou quasiment jamais. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà en France, c'est pas dans notre mentalité. On vivrait aux États-Unis, les proches auraient une autre façon de voir les choses. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on, on nous apprend à être entrepreneur dès qu'on est enfant. D'accord? Aujourd'hui, en France, quand tu vas à l'école, on t'apprend pas à être entrepreneur. On t'apprend à être salarié. Clairement, si vous prenez le discours d'un prof, d'un instit, on t'apprend pas à être entrepreneur. Déjà, on te laisse pas. Déjà, vous prenez l'école. On te laisse pas entreprendre à l'école. On te dicte les choses. Alors, un petit peu moins maintenant avec la méthode Montessori, les écoles alternatives, etc. Mais moi, j'en ai 36. Je me rappelle très bien des cours que j'avais quand j'étais enfant, petite section, moyenne section, On n'a pas d'entrepreneuriat. On nous laisse pas faire. Donc, forcément, que, en fait, quand on entreprend quelque chose, ah là là, on va se casser la figure. On a peur. Et c'est normal, la peur. Elle est OK. Et nos proches, du coup, ont peur pour nous. Et ils se disent, ah, mais si jamais elle échoue, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, ça? Ça vient de quand on était homme de Cro-Magnon, Homo sapiens, machin et tout. Quand on était homme de Cro-Magnon, Homo sapiens, et qu'on était plusieurs, tout le monde allait vers une direction. Si on allait tuer le mammouth, on allait tuer le mammouth vers une direction et vers une idée. D'accord? Et s'il y en avait un qui avait une autre idée et que les autres n'étaient pas d'accord, on le mettait, on l'excluait en fait du groupe parce que c'était dangereux pour le groupe. Donc ça veut dire que lui, il était tout seul contre la nature, les lions, les tempêtes et les machins. Donc il mourait. Ok? Ça fait à peu près 12 000 ans, grosso modo, qu'on est devenu en mode sédentaire agricole, mais on a quand même vécu 300 000 ans en mode sauvetage. Ok? On se sauve les uns les autres. Donc, dans notre ADN, ce qu'il est inscrit, c'est que si tu n'es pas en groupe et si tu ne suis pas le mouvement, tu vas mourir. D'accord? Donc, forcément,
nos proches, quand ils voient qu'on n'est pas dans le groupe, qu'on n'a pas, enfin, qu'on veut pas appartenir à ce groupe et qu'on fait quelque chose d'un peu plus différent, attention, elle va mourir. Ça, c'est très inconscient. On n'en a pas forcément conscience, mais c'est ce qui se passe en fait dans notre tête. C'est la peur de mourir. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas visible sur Facebook, enfin, sur les réseaux sociaux, etc., ou qui veut pas aller faire sa pub, etc., c'est en fait cette peur-là. C'est j'ai peur de mourir. Voilà. J'ai peur d'être tout seul et de mourir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus à avoir cette peur-là. Ça va, on a tous un toit, une maison, à manger. Tout se passe correctement en France. Ça serait ailleurs, je dirais peut-être pas le même discours, mais en France, aux États-Unis, etc., quand même, ça va. On n'a pas trop à se plaindre. D'accord? Mais on a quand même tout ça. Donc, oui, quand on est entrepreneur, nos proches ne vont pas nous soutenir. Ils seront toujours là en train de nous poser des questions. Mais t'es sûr que tu vas y arriver? Ou c'est pas mieux le salariat? Tu vois, c'est quand même plus confort, tu vois. Tu peux avoir tes vacances, etc. Voilà. Mais après, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de connaître vos fonctionnements et de se dire, OK, bon, bah maintenant, je vais aller mettre les mains dans le cambouis et j'ai envie de faire le métier que j'ai envie? Ou est-ce que vous vous dites, bon, euh, bah, en fin de compte, c'est pas pour moi et je reste salarié. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Et pour les chevaux, comme tu me disais tout à l'heure, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ces chevaux? Donc, si j'ai vraiment envie, qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je dois faire, c'est quoi? Est-ce que c'est acquérir des chevaux? Est-ce que c'est aller observer des chevaux pour comprendre leur fonctionnement? Est-ce que c'est me former à ça? Est-ce que c'est discuter avec des gens qu'on a? Est-ce que faut que j'aille faire des immersions pour voir comment ça se passe, etc. Et en fait, c'est ça. Plus vous allez commencer à dire, OK, là, j'ai des lacunes parce qu'aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe. Je dis pas que vous allez pas apprendre. Tout le monde peut apprendre. Le cheval, ça s'apprend. C'est pas un animal. C'est un animal qui est assez facile. Enfin, en tous les cas, moi, pour moi, c'est un animal qui est assez facile. On n'a pas besoin de lui apprendre des pirouettes, cacahuètes, etc. pour faire de la thérapie avec lui. Alors oui, il y a des règles de sécurité, mais comme un chien, en fait. Hein, un chien, il y a des choses qu'il faut pas faire. Hein. Voilà. Et un rongeur, c'est pareil. Il y a des choses qu'il faut pas faire, sinon on se fait mordre. Et le cheval, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, voilà. Après, c'est à toi de dire, OK, aujourd'hui, où est-ce que j'ai mes lacunes et pourquoi j'ai cette peur de me dire, je vais pas y arriver et ah, ça fait peur. Si tu as peur, c'est que il manque quelque chose pour que tu te dises, non, mais là, c'est bon, en fait, je peux le faire. C'est bon. Parce que aujourd'hui, il y en a qui me disent, ouais, j'ai pas l'espace, j'ai pas le lieu de vie, etc. Mais je vous assure que quand on a vraiment envie et quand on a les connaissances, qu'on s'est rassuré sur tous les plans, le lieu de vie, etc., vous allez le trouver en moins de deux. En moins de deux. Aujourd'hui, trouver un lieu de vie pour un animal, conforme à ce qu'on veut, ça se trouve. Vous voyez, je peux parler moi de mon expérience. Moi, j'ai acheté ici, à côté de La Rochelle, une maison de 14 hectares. À l'époque, j'étais pas du tout agricultrice. Tout le monde m'a dit, tu ne l'auras pas, tu ne pourras pas signer. J'ai signé. Et c'est moi qui aujourd'hui l'exploite. Donc après, bien sûr, j'avais mes études agricoles qui ont fait que je me suis mis en agricultrice, etc. Mais il y avait plein de choses à la base quand j'ai acheté qui disaient tu l'auras pas, c'est un agriculteur qui va l'avoir. J'étais pas agricultrice, j'avais pas de projet, j'avais juste 2 chevaux que je voulais mettre en fait sur un terrain. Euh, Il y avait un fermier, donc déjà un agriculteur sur les terrains, qui voulait pas les laisser comme ça, donc il a fallu que je négocie avec lui. Aujourd'hui, je suis propriétaire de ma structure, j'ai plus d'agriculteurs sur mes terrains, j'ai un bâtiment alors que tout le monde m'avait dit jamais tu feras un bâtiment dans les marais. J'ai fait un bâtiment pour mes animaux. Dès que je demande quelque chose, je l'ai. Mais voilà, parce que j'ai commencé à décortiquer en fait. Qu'est-ce que j'ai le droit sur ce site? Comment je peux faire? Mon bâtiment, par exemple, on m'a dit, Noélie, tu peux pas faire un bâtiment normal, c'est pas possible. On est dans les marais, tu dois respecter la nature et l'intégration au paysage. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, moi je sais pas, je viens pas d'ici. Ils m'ont donné le cahier des charges, j'ai passé 4 nuits à le lire et je me suis dit, bon, ok, ben on va faire un permis de construire. Premier permis de construire, on me le refuse. Pourquoi? Bâtiment trop grand. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour que vous puissiez me l'accepter? Ils m'ont dit et je l'ai eu. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Plus vous allez raisonner à dire, ok, mais moi je sais pas, dites-moi comment je peux faire. Vous avez des gens
tout autour de vous qui connaissent des choses. Et il faut s'appuyer sur ces personnes-là. Ok? Alors après, qu'est-ce que j'ai? Moi, c'est bon, j'ai répondu à ta question? Super. Merci beaucoup. De rien. Euh, J'en étais. Sandra. Sandra, elle me met responsabilité. Hein, c'est correct ce que je fais vis-à-vis des personnes. L'argent, je suis en train de mettre de l'argent de côté pour me former et j'écris un dossier pour me faire soutenir pour une fondation. Ok. Euh, Où est-ce que tu te sens pas légitime, Sandra, par rapport aux animaux et aux personnes? Si tu peux mettre ton micro, si t'es dispo. Oui, alors bonsoir. Euh, oui, je trouve que c'est beaucoup de responsabilités de mettre en lien des animaux avec des autres personnes. Ok. Et oui, j'ai déjà écouté plusieurs de vos formations ou workshops et j'ai pris conscience de beaucoup de choses et donc et ça me questionne énormément. Ok. Voilà, comme l'exemple que vous avez donné de pas venir avec des animaux qui sont semi-nocturnes en pleine journée dans une institution, que c'est pas des peluches les animaux avec Oui. lesquels on va vers les autres, etc. Donc j'ai pris conscience de beaucoup de responsabilités, de choses qui ne m'étaient pas connues et ça me questionne beaucoup. Donc je peux faire les choses Ok. vite. Aujourd'hui, t'as des enfants? Oui, deux. Ok. Ok. On est d'accord, tes enfants, c'est une responsabilité? Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Les animaux, c'est égal. T'as la même responsabilité. Mhm. Ok? Euh, Oui. Après, questionne-toi sur qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Oui, alors, ouais, ouais. Tu vois? Ça, Parce que une maman qui a déjà deux enfants, tu t'en sors avec tes enfants, ça va. oui, oui, ça va. Ok. Donc la responsabilité, tu la gères. Ok? Mhm. Euh, mais questionne-toi sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire vraiment dans ma vie? C'est quoi mon rêve? Et ça, vous pouvez ça c'est pour tout le monde, vous pouvez vous poser la question. Euh, avec quoi je jouais quand j'étais enfant? Comment je jouais? Alors, me répondez pas, mais comme toutes les petites filles avec des poupées. Non, on ne joue pas toutes pareilles, d'accord? Les poupées, on leur fait pas dire toutes la même chose, on n'a pas la même imagination, on n'a pas la même créativité. Mais observez comment vous jouiez quand vous étiez petit et qu'est-ce que vous regardiez comme dessin animé quand vous étiez enfant. Et à quel personnage vous vous identifiez. T'as des idées, Sandra? Mhm. Moi, j'avais d'autres frères et sœurs, alors je jouais beaucoup à la maîtresse. Voilà. Et, Ok, ouais. tu jouais Mhm. beaucoup à la maîtresse. Ok, Ouais, t'étais la voilà. maîtresse ou t'étais l'élève? Non, j'étais la maîtresse. Mhm. Ok, Celle qui installait les enfants à la table, qui donnait des activités à faire. Voilà. ok, ok. Ouais. Tu fais quoi comme Mhm. métier aujourd'hui? Actuellement, je suis infirmière, mais infirmière chef dans une institution pour personnes âgées. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît Mm. pas dans ton métier aujourd'hui? Oh, j'ai- je sais ce qui me plaît dans mon métier. Oui, ce qui me plaît pas, c'est ce qui me plaît plus, c'est de m'occuper de management, de m'occuper de toutes les difficultés autour de gestion des humains qui sont là, qui sont pas là, qui sont compétents, pas compétents. Moi, ce qui me plaît dans mon activité, c'est être en relation avec les gens, avec les personnes qui ont vraiment besoin de moi. Ok, qu'est-ce que tu fais avec les gens quand tu es avec eux? Quand je suis avec les personnes, alors là, c'est des personnes âgées, j'aime parler, j'aime les écouter, Ok, va provoquer la relation, m'intéresser à ce qu'ils ont été. Enfin, ce que j'aime, c'est pouvoir leur donner une petite parenthèse dans leur journée, un truc qui fait que j'ai ok, eu une vraie relation avec quelqu'un, un petit soleil, quoi. Voilà. ok. Mm. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois les choses? Je vais essayer que tu puisses trouver toute seule. Est-ce que tu vois que quand tu étais enfant, ce que tu faisais et ce que tu fais là maintenant, en fait, il y a un point commun? Est-ce que ça, tu peux arriver à le voir? Ah, que je vois le point commun.
j'ai toujours été tournée vers les autres, vers mes frères et sœurs, prendre du temps avec eux, avoir du plaisir avec eux. C'est Ouais, ça, c'est quoi je pense, ça? mon moteur. C'est quoi ça? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je dois dire? Être en relation avec les autres, le partage, Être en pour moi, c'est relation, ça. mettre Ouais, en lien les gens. ouais, ouais. Ok? Ça, t'aimes Mm, ça. En fait, ce que t'aimes, c'est pas le métier que tu fais. Demain, tu fais un autre métier où tu mets en lien les gens, t'es ok aussi. Ok? je pense, ouais, ouais, Ok. exactement. Euh, cherche un petit peu maintenant que t'as ça en tête. Comment je peux mettre du lien entre les animaux et les humains? Oui, Comment je alors peux? oui, oui, dans une institution où j'ai travaillé plus qu'une dizaine d'années, j'ai toujours eu mon chien avec moi et je l'ai toujours avec moi, donc c'était très facile. C'était c'est lui qui permettait des fois des relations avec des personnes avec qui j'aurais pas forcément ou ça aurait pas été si facile que ça. Donc, Ok. mais est-ce que c'est seulement ça ou c'est plus que ça? Oui, je sais pas. Ok. Euh, Mm, en tous les cas, t'as déjà eu cette expérience de mettre en lien un humain et un animal. mm, Ok? Euh, ouais. Après, ouais, je dis qu'il faut faire attention aux animaux parce que pour moi c'est important et qu'aujourd'hui je vois trop de choses qui me choquent. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas emmener les animaux en institution. Je dis pas absolument pas ça. C'est-à-dire un chien qui a l'habitude d'y aller, où on lui laisse du temps se reposer, qu'il a son panier dans l'institution, etc. Mm, Pour moi c'est tout à fait logique et j'ai aucun problème avec ça. C'est juste qu'il mm, y a des fois où on va en institution 1 heure et pendant 1 heure l'animal, on est sur lui tout le temps. Et pour moi, ça, c'est pas mettre en lien un humain et un animal. C'est-à-dire non, que si le ouais. chat, il est en liberté dans l'institution et que c'est lui qui va vers la personne qu'il a envie, ça, c'est beaucoup plus bénéfique, en tous les cas pour moi, que faire des ateliers d'1 heure à toucher les animaux à outrance, euh, Mm, ou presque on les oblige, en fait. Parce que je suis désolée, mais quand on met des lapins sur une table, le lapin, il vit en terrier et il sort la nuit. Enfin, imaginez quoi, enfin, même si c'est des lapins domestiques, je vous ai parlé tout à l'heure, nous, on a déjà encore tous nos répercussions sur notre ADN de homme de Cro-Magnon. Eux, ils ont leurs répercussions d'animal, hein, donc c'est hyper mm, compliqué pour eux. Je dis pas, il y a des lapins qui adorent ça, mais c'est à regarder, à observer et à sélectionner. mm, D'accord? mm, Maintenant, c'est sûr que le chien, c'est un animal qui est avec l'humain depuis 18 000 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est un animal qui nous connaît par cœur, qui a eu des modifications corporelles, etc. Donc, il s'est habitué à nous. Le chat, le chat, lui, il a compris que l'humain pouvait lui donner à manger, à boire et dormir chez lui. Donc, lui, ça lui va bien. Comme ça, il fait moins de travail en tant que prédateur. Voilà. Donc, le chat, lui, il va venir quand il souhaite. Le cheval, c'est un animal de proie, mais qui fait 600 kilos, donc on peut mourir aussi quand on travaille avec lui. C'est-à-dire que lui, s'il arrive et qu'il te donne un coup de pied 600 kilos, ça fait très mal, je vous assure. Donc c'est un animal où il faut avoir des notions. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec lui, on peut totalement travailler avec lui, mais il faut avoir des notions de qu'est-ce que c'est une proie, comment on l'aborde, comment il fonctionne en troupeau. Un cheval tout seul, pour moi, c'est une aberration. Voilà, par exemple. Euh, des choses comme ça. Il faut au moins qu'il soit deux. Au moins, un cheval, c'est au moins à deux. C'est des animaux de proie. Vous voyez. Un âne, un âne peut être tout seul. C'est un animal territorial, l'âne, par exemple. Voilà. C'est des notions à avoir qui sont pas dures, on va dire, à connaître, mais c'est beaucoup d'observation et c'est un apprentissage. Ça, je suis d'accord avec toi, Sandra, c'est que c'est un apprentissage. On peut pas faire ça comme ça et se dire, vas-y, je prends un animal et on y va. Non, il faut avoir cet apprentissage-là et avoir aussi l'apprentissage de comment fonctionne l'animal mais comment fonctionne aussi l'humain. Tiens, l'humain, il fonctionne avec 3 cerveaux. On a 3 cerveaux. Comment ils fonctionnent les 3 cerveaux de l'humain? L'animal, il a 3 cerveaux aussi, mais comment ils fonctionnent ces 3 cerveaux? Vous voyez? Et c'est ces choses-là qu'il faut commencer à décortiquer pour être pertinent et surtout pour que vous puissiez avoir de la réflexion et vous puissiez vous dire, ah ben mm, tiens, là, il se passe ça. En tous les cas, si vous voulez avoir quelque chose de thérapeutique, il faut aller chercher ça. Après, si vous voulez faire du chien visiteur pour amener du bien-être, il n'y a pas enfin, mm, il y a pas besoin de tout ça. Il faut avoir certaines connaissances, mais il n'y a pas besoin d'aller autant en profondeur. Ça, c'est une question à vous poser. Mais mm, faire le petit travail qu'on a fait tout à l'heure,
avec qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite, qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui dans mon boulot, qu'est-ce qui me passionnait quand j'étais enfant, quand je regardais la télé, etc. Qu'est-ce qui me passionnait, qu'est-ce que j'adorais faire. Ça, c'est important à aller le chercher pour dire, ok, ben là, voilà, c'est ça en fait que j'aime. Parce que ce que vous voulez faire, vous le savez déjà depuis votre naissance. C'est nous, en tant qu'humains adultes, qui nous sommes coupés en fait de tout ça. Mais quand ton Mhm. enfant, si vous prenez un enfant, il va vous dire ce qu'il veut faire. Alors des fois, il va vous dire, ouais, je veux être vétérinaire. Mais quand vous commencez à creuser, vous savez réellement c'est quoi la trace du vétérinaire qu'il aime. Et vous savez qu'il ne sera pas vétérinaire, mais vous savez que voilà, il va avoir cet aspect-là. Vous voyez? C'est ça qu'il faut aller chercher. Mhm. J'ai répondu à Merci. ta question, Sandra? Oui, oui, merci. Super. Élise, une formation qui me prépare complètement à ce métier. Alors, Élise, je vais pas, il n'y a pas de formation qui prépare complètement, parce que pour moi, la médiation animale, ça s'expérimente. Après, il y a des formations où on a un suivi, c'est-à-dire que par exemple, moi, si je propose 2 ans, c'est pas pour rien, parce que je sais qu'aujourd'hui, il faut 2 ans minimum pour aller décortiquer les expériences qu'on a. Voilà. Et que c'est pas en 3 semaines de formation qu'on va avoir euh, les clés de ce métier-là. On travaille avec du vivant et des fois on peut se retrouver dans des situations complexes. Voilà. Et ça s'apprend en expérimentant. Quand vous avez appris à marcher, on vous a pas donné un cahier de A jusqu'à Z pour apprendre à marcher. Vous avez expérimenté, vous êtes tombé, vous êtes fait mal. Voilà, ben, là c'est pareil. Et du coup, Élise, pour aller chercher ta formation, c'est quelle est la personne, pose-toi la question de quelle est la personne qui pourrait me former, avec laquelle je serais le plus en confiance et avec laquelle je pourrais échanger pour analyser mes expériences. Moi, je vous pose cette question-là plus comme ça que c'est quoi la meilleure des formations. Moi, je vous dirais pas que ma formation, c'est la meilleure. Moi, pour rentrer dans ma formation, il faut être prêt. Parce que déjà, vous allez travailler sur vous. Voilà. Et si vous n'êtes pas prêt à travailler sur vous, c'est pas la peine de venir. Parce qu'on va aller à l'échec. Et ça, je le sais déjà. Donc, quand on rentre dans ma formation, on a déjà un appel téléphonique avec moi et on essaye de regarder si déjà toutes les deux ça match. Si ça matche pas, je vous le dirai. Mais voilà, c'est important en fait de bien se dire, ok, la formation, j'en fais quoi? Comment je la veux? Et surtout, ça c'est un point moi que je mets à l'honneur et je sais que aujourd'hui il y a très peu de centres de formation qui le font. Euh, Allez faire 2 jours dans ce centre de formation gratuitement. Moi, je l'offre à des gens. Ils viennent 2 jours. Même là, vous voyez, le 9 et le 10, j'ai une immersion où j'invite 12 personnes chez moi gratuitement à venir voir comment je fais avec mes animaux, etc. Parce que si ça, vous l'avez pas goûté, vous allez rentrer dans une formation et à la fin, vous allez peut-être être déçu. Et après, c'est pas qu'on peut pas continuer, mais vous allez vous former encore, 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 encore. Et tout ne sera pas perdu. Mais si dès le début, on se dit, OK, bon, bah maintenant je sais ce que je veux, je vois à peu près, je dis pas que toute l'offre et tout ça doit être monté, mais je sais à peu près ce que je veux, j'ai compris. Mais voilà, j'ai besoin d'aller expérimenter la formation pour voir. Et il n'y a qu'en expérimentant que vous allez savoir si c'est le bon truc pour vous. D'accord? Noël, ma famille me dit qu'il faut de l'argent pour vivre. Alors ça y contribue, mais ça va. L'argent, c'est pas la respiration. Tranquille avec ça. Ok? Noël. Tu vas pas mourir si t'as pas d'argent. Ça devrait bien se passer. D'accord. Bah, pour respirer, on te demande pas un forfait. Non, heureusement. Ça va, tu me rassures. Donc c'est bon, tu vois, déjà on va dédramatiser le truc, quoi. Euh, Ouais. je faisais des reports lorsque j'ai fait des études supérieures alors que mes parents n'étaient que ouvriers. L'erreur a toujours été mal vue. L'animal était toujours vu comme un animal de compagnie. Ok, toi tu voudrais faire quoi, Noël? C'est quoi ton rêve? Ben, en fait, moi, j'aimerais bien. Ben, à la base, bon, là, je suis actuellement éducatrice de jeunes enfants. Ok, Et c'est vrai que les animaux, ça m'a toujours intéressée. Mais bon, moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire un métier. Et en fait, j'ai découvert la médiation animale il y a quelques années. ok, Et à un moment donné, dans le cadre d'un de mes cours,
on devait faire une fiche de lecture sur un ouvrage. Et donc, j'en ai pris un sur la relation entre l'animal et l'homme. Ok, Et dedans, il y avait un passage sur la médiation animale où il parlait où il parlait de retour d'expérience de professionnels dans le domaine, dans le domaine du handicap, qui faisaient de la médiation animale avec les enfants en situation de handicap ok, pour montrer le côté thérapeutique de la médiation animale. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée, qui m'avait beaucoup plu. Et c'est vrai que je me suis dit que plus tard, quand je travaillerai avec les enfants, j'aimerais bien faire de la médiation animale pour accompagner ces enfants. Et ok, donc, oui, mon rêve, ce serait de travailler avec les animaux et les enfants. Enfin, ok. voilà. Et donc là, du coup, ce soir, tu es en recherche de quoi? C'est quoi ton... Avec quoi t'aimerais repartir pour être sûr que ça soit ça? En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi, en fait, bon, déjà, c'est vrai que j'ai beaucoup de questionnements. Par exemple, comment je peux créer un lien avec l'animal pour qu'après, on puisse ensemble créer un lien avec l'enfant. Ok, Moi, c'est surtout par rapport à ça. Et puis après, c'est vrai que j'essaie aussi de me projeter sur comment le mettre en place. C'est vrai que ce que je me dis qu'un animal, ça a besoin d'espace, que voilà, il faut quand même, enfin, ouais, il faut un financement pour pouvoir avoir un espace pour l'animal, pour qu'il soit bien. Et c'est vrai que T'habites où, toi, Noël? moi, là, j'habite à Ilkirch. Bon, là, j'ai un appartement à Ilkirch, mais bon, le week-end, je suis chez ma mère dans le nord de l'Alsace, vers Wissembourg. Ok, ok, ok. Ce qui serait bien, c'est d'aller expérimenter, en fait, parce que le lien entre l'humain et l'animal, c'est une expérimentation. Euh, déjà, ne serait-ce que quand vous allez vous balader, vous voyez par exemple un champ avec des vaches, des moutons, des chevaux, peu importe. Juste vous asseoir à côté du champ et les observer et regarder comment eux, ils vous perçoivent. Ça, déjà, c'est très, très important à faire. Ça va vous D'accord. amener déjà des connaissances, etc. Et après, si tu veux vraiment venir expérimenter, voir comment ça se passe, etc. Et on peut échanger plus longuement après en privé, mais c'est de venir en fait sur une immersion chez moi et vraiment aller expérimenter, tiens, comment je peux faire avec l'animal, qu'est-ce qui se passe, toutes ces choses-là. Parce que tant que tu n'auras pas expérimenté, en fait, tu pourras pas sentir si c'est vraiment ça que tu veux faire ou si c'est autre chose. D'accord. Donc là, il faudrait surtout que j'expérimente. Oui, D'accord. en fait, là, tu as une idée, mais t'as pas expérimenté encore. Donc, si tu veux, ton mental, il a dit, ouais, ok, c'est bon, vas-y, c'est cool ça. Mais ton Mm. corps, il dit, ah, mais attends, là, tu sais pas du tout, en fait, quelle sensation tu vas avoir, comment ça va se passer. En fait, tu vois, tu es dans ce questionnement-là. Donc, Ouais. ton corps, il te dit, non, mais là, attends, en fait, ton mental, il te dit, ok, mais moi, je te dis que je sais pas, là. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est un besoin d'expérimenter. Prenez, quand vous avez appris à marcher, votre mental, il vous a dit, ouais, regarde, il y a des grands qui ils marchent sur deux jambes. Peut-être que moi, étant petit, je peux le faire aussi, tu vois. Après, tu as commencé à dire, bon, attends, comment je vais faire? Je vais me tenir à la table, je vais me mettre debout déjà. Voir, hop, t'es tombé plusieurs fois, tu vois. Tu as expérimenté. Et un beau jour, tu as réussi à faire le canapé, la table, et la table, le canapé, et après, tu t'es lâché. Et voilà. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ok, ouais, c'est cool, mais maintenant il faut que j'aille expérimenter. Mm. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est important. Ça c'est très très important d'aller faire. Mais hésite pas. Ce soir, je vais vous envoyer un lien pour prendre rendez-vous, etc. Si vous voulez avec moi, il y a pas de problème. On pourra aller beaucoup plus en profondeur après de comment je peux vous accompagner, etc. Mais c'est important en fait aussi d'aller expérimenter, d'aller voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, etc. Là, tu es au début, en fait, de la chose. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Mm. Donc là, c'est avant de commencer à envisager une formation, etc., bah, déjà, il faut aller expérimenter. Il faut aller se dire, bon, bah vas-y, en fait, je vais aller voir comment ça se passe déjà sur moi. Qu'est-ce que moi, je D'accord. ressens quand je suis en contact avec un animal? Tu vois, c'est toute cette méthodologie-là qu'il faut avoir. OK? D'accord. Oui, d'accord. Super. Jessica, elle nous dit, j'ai été élevée avec des animaux. Par contre, ma mère est enseignante et je devais être bonne à l'école.
Ça, c'est dur, les enseignants. Les enfants d'enseignants, je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur. Moi aussi, que j'étais trop sensible pour être éduc-spé. Alors, je savais même pas qu'il y avait des trop sensibles. Moi, j'ai plein d'éduc-spé en tant qu'élève, je t'assure, ils sont très sensibles et ils n'ont aucun problème avec ça. Ta mère, elle a eu le même métier pendant 19 ans, elle n'a jamais changé. Ouais. Donc l'argent ne coulait pas à flot. Le fait que j'ai enchaîné plusieurs structures est déjà très dur à avaler pour ma mère. Ok. C'est quoi ton rêve, Jessica? Mets ton micro. Ce serait d'ouvrir un lieu de Ok. médiation animale Ok. et peut-être de médiation artistique aussi. Médiation, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour faire ça? Un lieu, Ouais. de l'argent, Ouais. et puis voilà. Ok. Demain, je te dis que tu as tout ça. Qu'est-ce qui te manque? Tu l'as, là, vas-y, tu imagines, là, tu l'as, tu as tout ça. Qu'est-ce qui te manque? Bah, la formation, du coup. Ok. Mm. Qu'est-ce qui te manque en formation pour faire ça? Comment gérer une structure et la formation de médiation animale. Ok. Donc en fait, la vraie problématique, c'est comment je gère tout ça parce que je me sens pas capable. Mm. C'est pas il me faut un lieu de l'argent. Non, c'est aujourd'hui, c'est complètement flou pour moi de gérer tout ça. C'est ok. C'est normal, hein. On nous apprend pas à l'école à gérer une structure. On nous apprend Pythagore et Thalès. On nous apprend pas à gérer une structure. Donc, c'est ok. Donc là, maintenant, il faut aller chercher les compétences de comment je peux faire pour aller chercher les compétences là-dessus. Mm. Tu vois? Et c'est pas un problème d'argent parce que ça, tu peux avoir les compétences sur plein de choses. Comment je peux gérer une structure? T'as plein de choses gratuites aujourd'hui qui peuvent te permettre de comprendre comment je gère une structure. Oui, c'est vrai. Mm. Voilà. Mais après, c'est est-ce que je suis légitime à le faire? Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Hmm. Sachez une chose, c'est que si vous vous posez la question de est-ce que je suis légitime? Ok. Qu'est-ce que je dois renforcer pour que ce symptôme-là diminue? C'est un symptôme, la légitimité, hein. Comme la procrastination, comme le burn-out, comme toutes ces choses-là. Ce sont des symptômes. L'univers, notre corps, notre pensée nous met des symptômes pour nous dire, hé, t'as pas oublié un truc là? Posez-vous la question. Prenez un cahier. Comment je peux faire? Auto, auto-coachez-vous. Pourquoi j'ai peur? Posez-vous des questions. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ça avance pas dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Et après, le comment je peux faire? Mm. Pourquoi? Comment? Je vous dis pas que c'est facile à faire. Clairement, des fois, c'est un peu casse-pied. On a un peu envoyé, on a un peu envie de déchirer les cahiers, etc. Parce que c'est vraiment du travail sur soi. Et c'est vraiment un travail constant à faire. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous anime et vous vous dites, waouh, en fait, demain, je vais tout réussir si je fais ça, je vais prendre le temps d'aller chercher le pourquoi et le comment. Ok? Mm. Si tu as besoin, n'hésite pas. Ça marche. Sandra, on a déjà discuté, donc ça, c'est bon. Ok. Maud qui nous pose la question. Noélie, est-ce que tu emmènes tes chevaux en institution ou est-ce que ce n'est pas respecter les conditions de cet animal? Alors, moi perso, Maud, je n'emmène pas mes chevaux en institution, même aucun animal en institution. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une structure. euh, J'ai une structure déjà où je préfère garder mes animaux sur place. Voilà, ça c'est pour moi important. Après, ça m'est arrivé d'aller en structure où eux avaient des animaux et du coup de travailler avec leurs animaux. Voilà. Parce qu'en fait, il faut aussi s'imaginer, et ça, les structures aujourd'hui, elles ont
les institutions, elles n'ont pas cette vision-là. Mais un animal, quand il arrive dans un nouvel endroit, il faut qu'il s'adapte. Donc, il y a un temps d'adaptabilité pour lui. Et ce temps-là, souvent, il faut 1 heure, 2 heures, voire une demi-journée suivant l'animal. Et ça, la structure, elle le prend pas en considération. Donc, souvent, quand on va avec des animaux, qu'on arrive 1 heure ou 2, bah déjà, on n'est pas payé pour ça. Voilà. Et puis, il faut aller vite. Et puis après, des fois, ils nous mettent 50 000 personnes avec nous. Et puis, en fin de compte, on ne fait pas du travail qualitatif. Et du coup, moi, je me suis refusée à ça parce que je préférais faire un travail qualitatif. Voilà. Maintenant, je dis pas il faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut être très, très rigoureux avec eux et le noter sur les contrats parce que c'est des petits filous, les institutions, surtout les maisons de personnes âgées. Vous voyez? Faut s'imaginer qu'ils vont traiter l'animal comme ils traitent la personne âgée. C'est-à-dire que vous imaginez qu'une personne âgée, en général, n'a pas une douche tous les jours. Vous imaginez maintenant comment ils traitent l'animal, vous voyez? Je vous fais un petit topo. Je dis pas que c'est la généralité des choses, mais bon, il y a quand même eu plusieurs maisons de retraite où la personne âgée n'avait pas sa douche tous les jours, vous voyez? Et la personne âgée, elle est lavée en même pas 30 minutes, vous voyez? Donc, comment on peut traiter un animal bien si déjà on ne traite pas la personne qui est dans ces institutions euh, authentiquement et clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste qu'il faut faire attention à ça. Et après, c'est quelle valeur vous avez, vous? Voilà. C'est quoi ma valeur aujourd'hui pour mon animal? Donc, euh, donc voilà. Après, par exemple, j'ai une élève qui travaillait avec l'hôpital de La Rochelle. Et du coup, elle emmenait elle avait des lapins et des cochons d'Inde. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle utilisait les lapins et les cochons d'Inde que pour l'hôpital. Et en fait, ils ont fait un contrat ensemble, c'est-à-dire que elle a laissé du coup ses lapins et ses cochons d'Inde à l'hôpital. Et du coup, les patients de l'hôpital euh, ont maintenant les lapins et les cochons d'Inde H24 avec eux. Et du coup, c'est le personnel soignant qui s'en occupe. Et elle y va juste, enfin, elle y va juste. Elle y va en tous les cas pour accompagner les gens avec ces animaux-là. Mais du coup, il n'y a plus de déplacement d'animaux. C'est-à-dire que l'hôpital a dit, OK, on laisse ces animaux-là, comme ça, déjà, ça évite de changer les cages tous les 4 matins, etc., etc. Et en plus, l'animal, il n'est pas stressé avec le transport, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, faut pas croire, mais il y a beaucoup d'institutions qui commencent à amener les animaux euh, avec eux 24 heures sur 24. Donc oui, euh, oui, ça fait un... Ouais, ça fait... On va dire que oui, ça fait vraiment une charge en plus pour eux, mais moi je suis pour ça. Je suis pour que les animaux restent dans les lieux de vie. Déjà parce que au niveau scientifique, on a quand même beaucoup plus de résultats. C'est-à-dire que faut pas, enfin, faut s'imaginer quand même que les premières médiations animales qui ont été faites, c'était avec des oiseaux sur des personnes qui étaient en dépression. C'était fait en Grande-Bretagne. Et en fait, les gens en dépression allaient donner à manger aux oiseaux. Et c'est comme ça que le médecin psychologue ramenait les gens à se réoccuper d'eux, etc., etc. Les oiseaux vivaient dans l'institution. Aujourd'hui, on dit ah non, on veut pas. Bah si, en fait. Remettez des oiseaux, remettez des animaux qu'on peut avoir en institution. Et vous allez voir qu'en fait, les gens, les, pendant les 24 heures, au lieu d'y aller pendant 1 heure et d'être sur l'animal pendant 1 heure, ils vont y aller 3, 4 fois par jour, mais l'animal, il va se sentir beaucoup plus libre parce que ça va peut-être être que 5 minutes par jour, vous voyez? Et voilà, et c'est ça qu'il faut commencer à éduquer, en tous les cas, les institutions. Moi, je suis plutôt pour cette éducation-là que de prendre l'animal et d'aller l'emmener comme ça. Alors par contre, ça demande à l'intervenant qui va dans les institutions qui ont des animaux, ça leur demande au moins 1 heure d'observation des animaux pour voir dans le groupe qui est leader, qui est machin, etc. Et voir la communauté, comment elle fonctionne. Voilà. Donc ça, après, c'est à l'intervenant de se former à l'éthologie. Vous voyez. Ouais, Jessica, je suis d'accord avec toi. Dans les institutions sociales, c'est aussi pareil. Euh, J'ai beaucoup d'élèves qui ont été en protection de l'enfance et qui ont arrêté, qui ont clairement arrêté parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils font plus d'administratif que d'accompagnement de jeunes.
qu'ils n'ont pas du tout en fait de liberté de comment accompagner le jeune, c'est-à-dire qu'il y a euh, quelque chose d'écrit et il faut gérer l'écrit, sauf que voilà, moi j'ai eu le cas d'une jeune fille qui donnait son corps pour avoir à manger et un logement, donc elle fuguait du foyer et en fait elle donnait son corps pour ça. Et on a essayé de qu'elle vienne ici, etc. Et en fin de compte, c'était dans le jugement, c'était pas noté, donc ils ont refusé. Ce qui est pour moi une aberration totale, parce que cette jeune fille, en fait, ils ont tout essayé. Et clairement, elle va chez le psychologue, elle s'assoit dans le canapé et elle dit rien. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plus d'intérêt en fait à l'emmener chez un psychologue parce pour elle, elle a aucun intérêt à y aller. Alors que, par exemple, de venir s'occuper d'un animal, de lui porter à manger, de l'eau, de le brosser, etc., ça pourrait déjà la reconnecter à son corps. Et après, d'aller observer les comportements sexuels, par exemple, des animaux, ça peut être très intéressant sur des personnes qui donnent leur corps comme ça, qui font plutôt de la prostitution. Ça peut être très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé comme ça avec certains jeunes où ils avaient des problèmes avec ça. Où on a été vraiment. Alors, à l'époque, j'avais un étalon et des juments, etc. Donc, souvent, je lâchais les talons avec les juments. Et, en fait, il s'apercevait que les talons, il n'était pas que là pour ça. Il y avait beaucoup d'autres choses à côté. Voilà, il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'entente entre eux. Alors, pas très câlin, parce que l'animal est pas très câlin, hein. C'est nous qui allons les toucher, etc. Mais avec du respect et en tous les cas de protection, etc. Et du coup, ils ont commencé à changer leur vision de, tiens, l'aspect mâle, c'est comme ça, et l'aspect femelle, c'est comme ça. Et c'est aussi ces formes-là d'observation à faire qui peuvent être très intéressantes. Noël, est-ce que cela ne stresse pas l'animal s'il reste constamment dans l'institution? Bah non, parce que si tu veux, c'est sa maison. Après, il y a une réglementation à avoir dans l'institution, mais tu vois, j'ai un élève, il est alors je crois que c'est une IME, un truc comme ça, où il y a des poules et des ânes. Et en fait, ça se passe très bien. C'est lui qui s'occupe en fait des animaux. Et du coup, il a fait la formation en médiation animale. Et il travaille avec les éduques. Et ça se passe très très bien en fait. Et en fait, ceux qui ont du handicap vont nourrir les animaux, ils y vont à des temps précis, etc. Mais en fait, c'est pas une heure, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours une heure. Tu vois, les animaux, en fait, ils sont libres. Et quand on voit que l'animal, comme il est en totale liberté, l'animal, il a le droit de dire, bah non, en fait, j'ai pas envie que tu me touches, je m'en vais, je vais au fond dans ma cabane, et voilà. Et du coup, ça se passe très bien. Et en plus, ça fait, ces handicapés-là, ça leur fait aussi une interaction pour aller nourrir l'animal, pour aller pas être tout le temps dans une institution où on les prend pour des débiles. Vous voyez, enfin, à un moment donné, un handicapé, pas parce qu'il a des retards psychologiques qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, en fait. Si on va le stimuler, etc., on va l'amener à refaire des schémas neuronaux et du coup, il va pouvoir faire des choses. Voilà. Sauf que ça, on oublie un peu. Donc, nous, on n'a pas envie qu'ils fassent des choses, donc on les met dans des institutions et on leur dit, t'es débile, donc on va te donner des médicaments et tu te tais surtout. Voilà. Mais si on commence à les ramener avec les animaux, etc., ben voilà. Moi, je me rappelle très bien quand on est avec mon papa, quand on travaillait avec les handicapés, on a travaillé avec des grands autistes et des enfants qui ont eu des autismes après dus aux parents, etc. Et quand on les mettait avec les chevaux, mais je vous assure, au bout d'un an, la progression qu'il y avait, des enfants qui se mutilaient tous les jours, qui refusaient constamment les choses, quand ils venaient aux chevaux, ils arrêtaient de se mutiler. Donc, imaginez l'impact que ça peut avoir si demain on met des chevaux, par exemple, dans une institution. C'est-à-dire que ces enfants qui se mutilent, ils vont avoir cet aspect de mutilation qui va diminuer parce qu'ils auront la capacité d'aller 30 minutes, 1 heure avec le cheval, à les observer, ou à le toucher, ou à être là avec lui. Vous voyez? Donc, non, ça va pas stresser l'animal. Donc, c'est aussi cette éducation qu'on a à faire. Après, c'est sûr qu'un cheval, il faut faire attention. Il y a des règles de sécurité, mais comme un chien, comme un oiseau, comme tout, hein. Vous travaillez avec des perroquets, il y a des règles de sécurité. Vous voyez, enfin, clairement, c'est aussi des choses à- En fait, quand on vient dans la profession de l'humain et de l'animal, et qu'on devient thérapeute, on a 3 casquettes à avoir. La première, c'est la casquette de bien connaître l'animal, mais pas de le connaître en en lui sachant faire va te coucher, marcher, on n'a rien à faire de ça.
c'est connaître son fonctionnement de vie. Ça, c'est important. Après, c'est connaître le fonctionnement de vie de l'humain. C'est-à-dire, pas connaître, ah bah tiens, l'humain autiste, il a ça, ça, ça. Non, c'est connaître, tiens, d'où on vient. Ça, c'est important. D'où on vient? On vient de l'Homo sapiens. On vient du singe ou du poisson, on s'en fiche, mais comment on vivait avant? C'est notre ADN. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut aller voir. C'est pas aller voir, tiens, bah là. Non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 12 000 ans, grosso modo, de domestication. On a 300 000 ans où on a été animal. Si on le réduit à 24 heures, en fait, ça fait quelques secondes dans notre journée où on est homme domestique. Donc en fait, on ne se connaît pas du tout. Aujourd'hui, on pense qu'on connaît l'humain, mais on ne se connaît pas du tout. Parce que les gens, ils lisent pas les livres d'éthologie, ils lisent pas les livres d'histoire de l'humain. Ah si, par contre, on nous apprend la Première et Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais la préhistoire à l'école, on ne nous l'apprend pas. C'est même pas, je crois que c'est en CP, on doit voir ça, et peut-être un peu en sixième. Mais voilà. Par contre, la Première, Deuxième Guerre, Troisième, ça, on le voit en long, en large et en travers. Sauf que c'est peut-être, allez, 15 ans de notre vie en tant qu'humain. Donc, vous voyez, on ne se connaît pas du tout. Donc, déjà, moi, je vous encourage à aller lire des livres d'histoire sur l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal. Comment on fonctionne, nous, en tant qu'hommes? Comment, c'était quoi notre mode de fonctionnement en tant que chasseur-cueilleur? Et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce qu'on croit. Mais alors, pas du tout. Vous prenez un livre, là, Sapiens, l'origine de l'humanité. Il fait 500 pages le bouquin, mais je vous assure que vous apprenez plein de choses. Et pour l'animal, il faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un chien. Ok, bah le chien, comment il a été créé? Comment on a modifié le chien? Comment on a sélectionné des races? Ouais, c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher. C'est pas, ah, bah attends, je vais prendre un chien. Oh, le premier qui est venu, puis on va le mettre au milieu des humains, on va voir ce qui se passe. Ah, bah il a mordu. Mince. Bah non, en fait. Peut-être qu'il faut aller regarder un petit peu plus loin. Vous voyez? Après, pour moi, on peut travailler avec tout type d'animaux. Moi, j'ai eu une jument qui attaquait l'homme. Aujourd'hui, elle fait de la médiation animale avec des handicapés chez une de mes élèves. Voilà. Mais par contre, j'ai compris son trauma, j'ai compris qu'est-ce qu'elle avait vécu. On a mis 2 ans avant que je la remette en relation avec d'autres humains que moi, etc., etc. J'ai compris que quand il y a trop d'humains autour d'elle, c'est compliqué pour elle, etc. Mais c'est une compréhension en fait. Plus vous allez comprendre l'animal, plus vous allez vous comprendre vous, plus vous allez pouvoir comprendre les gens qui vous entourent et les handicaps ou les différences des gens. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Noélie? Vas-y, Noël. En fait, je t'avais posé la question par rapport au stress de l'animal parce que, en fait, l'année dernière, j'ai travaillé dans une garderie qui était à 10 minutes à pied de chez moi, à Ilkirch. Oui, Et bon, c'était une petite structure. Et c'est vrai que j'avais songé faire de la médiation animale aussi chez eux. Et moi, je m'étais dit éventuellement, à l'époque, j'avais pensé éventuellement chercher un chien. oui, Il vit chez moi dans l'appartement quand je ne travaille pas et l'amener avec moi au travail tous les jours. oui, Et je m'étais dit éventuellement qu'il ait un panier dans le bureau de la directrice et après ponctuellement faire des ateliers avec les enfants, par exemple une fois le peigner ouais, ou une fois lui donner à manger. Moi, j'avais pensé ça. Et je m'étais dit, parce qu'on avait parfois des jours à la garderie où on n'avait presque pas d'enfants et où on était nombreuses. Je m'étais dit, une fois, pourquoi pas sortir, se promener avec le chien. Moi, j'avais pensé des choses comme ça. oui, Et en fait, j'avais assisté à une visio. À l'époque, j'ai assisté à une visio qui était aussi sur la médiation animale. ouais. Et j'ai soumis cette idée. Et moi, on m'avait dit justement que si j'amenais le chien tous les jours en structure, ça le stresserait, quoi. Même s'il aurait un coin, un panier dans le bureau de la directrice où il pourrait se poser, il y aurait toujours des gens qui viendraient le voir et ça le stresserait. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Non, écoute, moi j'ai travaillé avec une MFR qui aujourd'hui a un chien constamment dans la MFR. Ça pose aucun souci. J'ai travaillé avec une autre prof qui avait un chien aussi et qui aujourd'hui l'emmène en classe. Et aujourd'hui, si tu regardes un petit peu, il y a plein d'écoles aujourd'hui qui accueillent des chiens, où le chien est dans la classe. Et après, il y a des règles dans la classe. C'est-à-dire que le chien a son panier, etc. Par contre,
c'est de la sociabilisation, c'est-à-dire que le chien, tu vas le sociabiliser petit à petit à ce moment-là avec toi. Et lui, il va s'y faire en fait. Tant que rien ne change à ses habitudes, ça lui posera pas de problème. Il faut imaginer que le chien, ça fait 18 000 ans qu'il est avec nous et qu'il nous suit. Ça serait un chat, j'aurais pas la même conversation. Le chat, il est territorial. Donc le chat, il a besoin en fait de son territoire. Ok? Le chien, il n'est pas territorial. Donc le chien, il va te suivre et il va s'habituer au territoire là où il est. Voilà. Donc D'accord. c'est deux animaux complètement différents. L'âne est un âne territorial. C'est un animal territorial, l'âne. Donc l'âne, l'emmener en structure, ça le stresse. Parce qu'il doit changer de territoire, il doit refaire son territoire, etc. Le lama, c'est un animal territorial. Très territorial d'ailleurs. La chèvre et le mouton, c'est pas des animaux territoriaux. Ouais, ça, c'est important de bien le comprendre. Quand on a compris ça, après, déjà, on peut commencer à travailler avec eux. Moi, j'ai des lamas, mes lamas sont territoriaux. Et d'ailleurs, j'ai deux groupes de lamas. J'ai un lama qui est avec une chèvre et un mouton, et j'ai trois lamas qui sont avec les chevaux. Parce que mon lama qui est avec les chèvres et le mouton, c'est un lama qui est encore entier, que je n'ai pas fait castrer. Et en fait, il ne supporte pas les autres lamas dans son territoire. Et même si je le fais castrer, il ne supportera pas en fait les autres lamas dans son territoire. Donc j'ai séparé, j'ai fait deux territoires. Voilà. Mais ça, c'est des observations à avoir et bien comprendre. C'est quoi le territoire, c'est quoi qui n'est pas un territoire. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas emmener par exemple un cheval en institution. Parce qu'un cheval, on peut travailler avec lui sur sa partie cognitive. Et aujourd'hui, il y a plein d'animaux où qu'on peut travailler sur sa partie cognitive. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps à ce qu'ils réfléchissent et à ce qu'ils comprennent ce qu'on veut d'eux. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des poneys qui prennent l'ascenseur, etc. et que ça leur pose aucun problème. Parce que on a travaillé avec eux sur cette partie cognitive et sur cette partie de réflexion, de dire, ah, attends, je suis avec l'humain, c'est bon, c'est cool pour moi. Mais si vous prenez par exemple un Mustang et que vous l'emmenez dans un ascenseur, je vous assure que le Mustang, il défonce tout. Au revoir Isabelle. Parce que le Mustang, c'est un animal qui est proche de l'animal sauvage. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que le type de chien, va falloir voir ce que toi tu veux comme chien. Aujourd'hui, les chiens qui sont pas mal, le Golden Retriever qui est pas mal, tous les chiens d'aveugle sont bien. Parce que c'est des chiens qui sont calmes, posés, qui ont l'habitude en fait. Non, on les a sélectionnés pour avoir cette sociabilisation facile. D'accord. Oui, mais le chien, c'est vrai que j'ai pas regardé quel type de chien. Ça, c'est Après, bon, important. je suis dans un 22 mètres carrés, donc je peux pas avoir un trop grand chien, donc. Ouais. Mais après, le Golden, si tu l'emmènes tous les jours avec toi, c'est pas un chien qui a besoin de marcher beaucoup, tu vois. D'accord. Ah, je savais pas. Le Golden, le Golden, c'est un chien très calme. C'est un chien qui est moyen, mais c'est un chien assez calme. Il faut prendre des chiens assez calmes, cool. Prends pas un D'accord. Jack Russell, c'est mort. Un Jack Russell, il va sauter partout, il va te défoncer ton appartement. Oui, là, c'est ouais, Non, ce mais serait pas voilà. possible. Aujourd'hui, il y en a, ah, mais il me faut un petit chien, ils prennent un Jack Russell. Le Jack Russell, c'est un chasseur. Enfin, voilà. C'est comme un chihuahua. Un chihuahua dans un appartement, mais n'importe quoi. Enfin, chihuahua, c'est des charognards, les chihuahuas. Ils ont besoin d'aller retourner la terre, le crottin de cheval. Je les mets chez moi, ils vont dans le crottin de cheval, les chihuahuas. Vous voyez, enfin, c'est toutes ces choses-là qu'il faut aussi voir. Et ce que met Jessica, c'est vrai, par exemple, elle a un chat qui suit partout. Bah, moi, j'ai une Maine Coon. Le Maine Coon, c'est des chats qui suivent partout. Voilà. Parce que c'est des chats qui ont été sélectionnés pour ça. Ce qu'on appelle des chats-chiens. Voilà. Le Maine Coon, clairement, tu peux l'emmener partout. Après, ouais, Sandra, bah, t'as des chihuahuas, oui, qui sont calmes. Mais c'est calme, hein, le chihuahua. Mais je t'assure, tu les mets chez moi, première chose qu'ils font, c'est aller bouffer la merde. C'est un truc de fou. J'imaginais même pas qu'un petit chien comme ça, il allait manger autant de merde.
Mais voilà, mais renseignez-vous en fait. Avant de prendre un chien ou autre chose, renseignez-vous sur la race. Ça, c'est important. Comme les chats, renseignez-vous. C'est important. Si vous prenez un chat, un savannah, là, ou je sais pas quoi, les chats qui sont avec. C'est très très beau comme chat, c'est des chats sauvages, hein. Des chats qui sont proches du sauvage. Bah, c'est même pas la peine, vous l'emmenez pas en IME. Enfin, le chat, il va sauter partout. Enfin. Après, je dis pas. euh, il peut y avoir exception à la règle. Mais, mais bon, c'est pas la moyenne des chats, quoi. Moi, j'ai un Maine Coon. Le Maine Coon, c'est hyper bien pour la médiation animale. Et j'ai un sacré de Birmanie, c'est pareil, le sacré de Birmanie, c'est proche de l'homme, ça miaule, ça a besoin, ça a un seul maître, c'est hyper câlin, ça met pas de coups de patte, le sacré de Birmanie. Voilà. Après, j'ai un chat européen, à moitié sauvage. Ah, il vient de temps en temps en médiation, mais c'est très rare. Lui, enfin, on voit bien que c'est, enfin voilà, l'humain, ça va, mais l'humain, c'est bien pour faire sa litière et à manger, quoi. Voilà. Le Maine Coon et le sacré de Birmanie, c'est différent. On n'a pas la même relation. Vous voyez? C'est ça qu'il faut voir aussi. Pensez à ça quand vous allez aller euh, chercher un animal. C'est l'observation. Prenez pas un animal comme ça, précipité. Non, observez-le. Allez le voir 2 fois, 3 fois. Contactez l'élevage. Comment ça se passe? Allez voir les parents, etc. Ça, c'est important. Ok. Bon, on arrive à la fin de notre petit zoom. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai des références sur l'éthologie mode? Ouf, j'en ai plein. Euh, Déjà, tu as tous les bouquins de Boris Cyrulnik et puis après, tu tapes éthologie, mais scientifique, pas l'éthologie où tu fais la pirouette cacahuète de ton cheval. Euh, Éthologie scientifique et tu vas pouvoir avoir tout ça. Après, il y a une chose super à faire, mais par contre, faut pas écouter les commentaires. C'est tu mets un documentaire animalier. Voilà. Et en fait, l'éthologie, c'est l'observation. Donc, tu mets le documentaire animalier, là, vous savez, Cousteau et compagnie, là, tout ce qu'on avait euh, quand on était petit, hein, tous les documentaires animaliers qu'on avait. Vous mettez ça à la télé et vous regardez, vous prenez un cahier, vous observez. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait de l'éthologie. Voilà, ça, c'est important. Plus vous allez observer, plus vous allez commencer à comprendre les choses. Et après, bah, t'as pas obligatoirement, t'as pas obligation d'avoir des livres. Mais tu peux aussi regarder sur Internet comportement de tel animal à l'état sauvage, budgétant aussi, avoir le budgétant de chaque animal, comment ça se passe. Le budgétant, c'est qu'est-ce qu'il fait dans sa journée. Vous prenez un chat, il dort 16 heures par jour, d'accord? Vous prenez un cheval, il mange 16 heures par jour. Vous voyez la différence? Très différent. Voilà, ça c'est important aussi de comprendre. Un cheval, si vous l'emmenez 8 heures par jour et qu'il n'a pas son quota de manger, ben, il va stresser, son estomac, il sera vide parce que le cheval, en fait, il a un petit estomac. Du coup, il tient que 4 heures sans manger. D'accord? Donc, le cheval, s'il mange pas, il va avoir des ulcères. Et quand il a des ulcères, il stresse. Et compagnie, et compagnie. Vous voyez. Et ça, c'est important de comprendre aussi l'anatomie de l'animal. Comment il fonctionne, son anatomie. Un chat, il a besoin de manger et d'avoir une gamelle à volonté. Toutes les heures. Toutes les heures, le chat, il va aller manger quelque chose. Pas beaucoup, mais il va manger un peu. Parce qu'il va très vite tomber en hypoglycémie, par exemple. Le chien, lui, il n'a pas besoin de ça. Il peut manger 1 fois par jour, c'est OK pour lui. Mais peut-être qu'il aura besoin d'avoir un gros repas avec où il puisse mastiquer, manger, croquer. Vous voyez, c'est tout ça en fait qu'il faut comprendre. Ça, c'est important. OK? Merci Sandra pour ton compliment, ça me fait plaisir. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous envoie le replay avec le lien si vous voulez, du coup, prendre rendez-vous, avoir plus d'informations, etc. Je remercie tout le monde et puis je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.